tous, bienvenue au deuxième talk vidéo du Haut Comité français pour la défense civile, qui sera consacré aujourd'hui à un sujet de fond et non des moindres, celui de la pandémie. Aux internautes qui nous suivent, je vous rappelle que vous pourrez interagir tout au long de l'émission en nous posant vos questions et en nous livrant vos commentaires, soit par téléphone au 01 49 52 94 35, par mail à l'adresse talk@hfdc.org ou encore par SMS au 06 71 70 91 98. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Patrick Lagadec. Bonjour. Bonjour. Patrick Lagadec, vous êtes directeur de recherche à l'École Polytechnique. Vous êtes également et surtout l'auteur de nombreuses réflexions et ouvrages sur les problématiques de gestion de crise dites hors cadre. Et tout au long de la pandémie de la grippe H1N1, vous avez mené un travail extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous avez analysé au jour le jour et à chaud les décisions, les stratégies prises par nos gestionnaires de crise publique. Vous avez analysé la perception qu'en a eu la population, on va dire, à l'aune des nouveaux paradigmes que vous avez pensés en matière de gestion de crise. Et vous avez donc compilé l'ensemble de vos notes à l'état brut dans un rapport intitulé « La drôle de grippe » qu'on trouve peut-être assez librement sur Internet. Donc à la lecture de votre rapport, c'est vrai qu'on prend de la hauteur. La question est moins de savoir si l'État en a trop fait ou si l'État n'en a pas assez fait. La question, c'est de savoir est-ce que nos autorités ont eu la capacité de se départir un peu des mécanismes traditionnels de gestion de crise. Est-ce qu'ils ont su à certains moments changer et modifier le curseur et passer en pilotage, ce que vous appelez le pilotage stratégique. Donc avant de commencer le débat, moi je vous propose peut-être de nous expliquer quels sont les principes qui ont gouverné à la rédaction de votre rapport, quel était votre objectif, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer. Alors, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Deux, il faut bien voir la modestie de la contribution. Quand j'ai suivi cela, je n'avais pas accès aux données internes et je n'avais pas accès direct, sauf exception, à ce qui se passait réellement à l'intérieur. Donc ce que j'ai pu faire, c'est de saisir les données en sortie du système, entre les médias, entre ce que j'entendais ici ou là, entre mes réseaux internationaux. En actionnant tout ça, ça permettait de faire un certain décryptage. Mais ça ne peut évidemment pas remplacer un véritable retour d'expérience qui serait cette fois-ci décidé qu'on déciderait de lancer au-delà de l'affaire seule des vaccins. Bon, cela étant posé, maintenant, quel était mon but ? Je partais, comme vous l'avez dit, de l'idée, attention, on joue à des crises qui ne sont plus les crises habituelles. C'est-à-dire qu'on part de plus en plus loin aujourd'hui de l'accident spécifique, bien cerné, qui affecte un milieu stable et qui appelle des procédures bien connues pour résoudre ce point accidentel. On est même très loin des crises des années 80-90 sur lesquelles fonctionnent tous nos plans de crise, qui sont des éclaboussures un peu tous azimuts à partir d'un point d'impact spécifique, mais dans un environnement quand même globalement stable. Aujourd'hui, on a des environnements extrêmement volatiles, avec des connectivités généralisées à la fois entre les secteurs, la géographie, etc. etc. Et donc, ça peut aller dans toutes les directions. Et donc, ça suppose aujourd'hui des capacités de questionnement et de pilotage, alors qu'auparavant, on avait des capacités de réponse et d'application de plans. C'est des univers de pensée totalement différents. Alors, ce qui m'intéressait sur la pandémie, c'est de voir comment, sur un cas concret qui se déroulait à niveau international, devant nous, on pouvait réfléchir sur comment s'y prendre pour travailler sur une question comme celle-là, sachant qu'au départ, personne n'a les clés. Et ce que je voulais faire aussi dans ce rapport, c'était reprendre tout ce que j'ai pu publier au jour le jour, mettre en site, notamment sur le site de l'espace éthique de la PHP, des hôpitaux de Paris. Ça a été mis en ligne au fur et à mesure, pour donner non pas une vue seulement après coup, parce que là, bon, mais s'interroger sur comment on peut penser les choses pendant qu'elles se déroulent, sachant que le grand enjeu, je crois, c'est aujourd'hui d'être capable de formuler des questionnements et des réponses en temps réel, en situation volatile. Et c'est une gymnastique, ce sont des grammaires tout à fait différentes. Et donc, pour montrer qu'on peut commencer à le faire et puis apprendre en marchant, j'ai travaillé ce rapport et j'ai fourni après, même dans le rapport, j'ai trouvé que c'était astucieux de mettre en bleu tout ce qui avait été, sans aucun changement aujourd'hui, ce que j'avais mis en ligne à l'époque. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous avez scindé votre rapport en 4 phases, 4 périodes, on va dire, de la pandémie. C'est vrai que nous, quand on lit le rapport, et même en tant qu'observateur durant la crise, on a eu le sentiment qu'au fur et à mesure des phases, l'État perdait progressivement du terrain sur cette gestion de crise. Ce qui serait peut-être intéressant d'étudier, c'est quels sont les décrochages, à partir de quel moment
l'État a commencé à perdre un peu de terrain. Et donc, on va étudier phase par phase et peut-être vous allez nous expliquer justement où sont les points et les éléments à partir desquels l'État aurait dû se dire tiens, à partir de ce moment-là, je dois changer de pilotage. Donc, première phase, avril-juin 2009. L'OMS donc, passe au niveau 5 fin avril et donc la majorité des États suivent. Et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que ça y est, c'est peut-être pas la grippe H5N1 qu'on attendait, mais c'est une grippe un petit peu costaud. On va pouvoir dérouler les plans. On va montrer qu'on a bien travaillé, et c'est vrai qu'en France, depuis 2004, on se préparait. Il y a eu un travail, notamment en interministériel, assez impressionnant qui a été fait. Et voilà, on a envie de prouver qu'on a fait les choses bien et que ce n'était pas pour rien. Alors, juste pour remettre un peu de corps dans ce que je vais dire, mon premier contact avec la grippe, ça a été dans un taxi à Boston, où j'entends quelqu'un qui hurle sur le thème Barack Obama n'osera jamais fermer, parce qu'il n'a pas le cran pour le faire, n'osera jamais fermer la frontière avec le Mexique. Je dis, oulala, où partons? Enfin, doucement. Et tout de suite, je me dis, attends, il va falloir être vigilant. Et côté français, ce que j'ai en tête, c'est qu'on a fait beaucoup de préparation, mais j'ai pu noter dans toute la phase de préparation que l'essentiel, c'était de dérouler des plans, d'expliquer ce que les gens devraient faire, et qu'on a très rarement laissé, moi dans les conférences auxquelles je participais, très rarement laissé s'ouvrir des questions, et avec des autorités, des experts qui répondraient à ces questions. La plupart du temps, ceux qui avaient la parole venaient expliquer ce que les uns et les autres seraient censés faire en fonction de plans qui étaient définis. Donc, ça attirait un peu mon attention sur le fait qu'est-ce qui va se dérouler en flash lorsque quelque chose va arriver. Et la vision que j'en ai eue, c'est en arrivant à Roissy, le 28 matin, je vois partout sur les murs, si vous avez ceci, et c'est les affiches du H5N1 ou de la grippe aviaire. Et je me dis, c'est pas forcément inutile parce que c'est probablement à peu près les mêmes alertes, mais attention, si jamais on reste à l'intérieur d'une logique H5N1, on risque de perdre la bataille très vite parce que c'est pas ça le sujet. Alors j'ai immédiatement ouvert mon réseau parce que j'étais resté, pour moi ça a été un déclic tout à fait au départ. 2 ans auparavant, j'avais fait une interview de Jim Young qui a été le médecin qui était en charge, le stratège de la plupart des grandes crises canadiennes et qui avait été en charge du SRAS à Toronto. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, qui était de dire nous aurons des pandémies, mais elles seront graves, moyennes ou faibles. Ce qui tout d'un coup ouvre un univers qui est totalement différent de pandémie égale imminence 1918. Et donc ça veut dire on débarque et on met tous les moyens en place pour tirer sur l'adversaire. Là, la question c'est de quoi s'agit-il? Et plus ça va aller, plus je vais avoir le sentiment qu'on est dans une voie unique qui est on applique le H5N1, le plan, et quelque part on est dans des ressentis varioles qui ont bercé les médias et pas mal de séminaires ici ou là. Et donc on est dans une logique où je me dis de plus en plus, mais attention, à quoi on joue? Et alors là, ce qui fait tilt tout de suite chez moi, c'est que le 4 mai, donc très très peu de jours après le déclenchement OMS, Janet Napolitano, DHS, secrétaire du DHS, Department of Homeland Security, aux États-Unis, il dit stop, on joue autre chose. On va rester prudent, mais il ne s'agit pas du H5N1. Et comme ils sont au front et comme ils ont des malades chez eux, comme avait dit Jim Young que j'avais interrogé, regardons ce qui se passe avec les premiers malades, nous allons pouvoir faire. Ouais. Et je vois que la qualification n'est pas celle que l'on a en tête. Donc je me dis, il y a suffisamment d'éléments pour qu'on se mette véritablement à réfléchir sur de quoi s'agit-il, quels sont les pièges à éviter, et je vais avoir le sentiment, et c'est là-dessus qu'on va décrypter, qu'on perd le terrain, qu'on est à côté de la plaque. Mais justement, l'OMS quand même a une certaine responsabilité, parce que c'est elle qui agit un petit peu comme le métronome dès le départ. Elle avait quand même des experts à disposition. Pourquoi est-ce qu'elle est allée si vite dans le déclenchement des plans? Elle avait le temps peut-être d'observer un peu pour caractériser un petit peu mieux ce à quoi on avait affaire. Parce que derrière, les États finalement ont écouté la bonne parole et sont partis directement. Mais je pense que c'est très loin de nos univers intellectuels. On a à l'OMS, j'ai été 2 fois 4 ans expert à l'OMS pour ce genre de questions, on n'a jamais été réunis, mais il y a un QG où c'est merveilleux pour suivre tout au niveau mondial. Il y a des experts qui fournissent la connaissance scientifique, mais mon hypothèse, je n'ai pas d'éléments pour le vérifier, c'est qu'on n'a pas de structure d'expertise de pilotage de crise. Et donc, on a des chiffres, on met ces chiffres en modèle, les modèles sont appliqués, et alors je me suis dit, où ils en sont réellement? Et alors là, je me mets à l'écoute de ce qui sort de l'OMS,
Et quand j'entends le 3 mai, le porte-parole de l'OMS qui répond à un journaliste, attendez, moi, je suis vraiment désolé, mais j'ai tellement de travail que je n'ai pas le temps de prendre de recul. Alors là, bon, ça m'interroge encore plus en me disant si ceux qui pilotent l'ensemble du déclenchement des plans n'ont pas le temps de prendre de recul, et je me visualise que Barbara Tuchman dit des plans en 14, c'est que tout le monde y va, ouais. Et tout d'un coup on se retrouve, tout le monde dans les tranchées, parce qu'il y a eu quelques petites choses qui étaient différentes, du genre, comme Kissinger le dira, il y avait les chemins de fer qui ont tout changé, mais personne n'avait pris en compte ce petit détail qui a fait que d'habitude, les diplomates pilotaient la chose avant que les militaires soient déjà au front, et là les militaires arrivent au front avant que les diplomates aient pu se mobiliser. Ils n'ont pas eu un mois, ils ont eu 3 jours. Donc on a changé les règles du jeu, et je me dis, on est en train de déclencher les plans tous azimuts, et chaque plan a été configuré dans une logique assez robuste, sinon dire un peu fermée, et donc où va-t-on? Et je reste sur le où va-t-on, mais j'ai le sentiment que plus ça va, plus la logique des plans et les logiciels donnés aux politiques et aux décideurs vont être des logiciels figés pour quelque chose qui n'est pas ça. C'est vrai que courant du mois de mai, on a quand même le sentiment qu'il y a un certain flottement, en tout cas d'un point de vue extérieur, et que l'État, quand même, très rapidement, avance sur la table la perspective de la vaccination dès la fin de l'été. Bon, après, ils changeront de date progressivement, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'ils se raccrochent au sésame qui est le vaccin pour dire « Chers concitoyens, dormez tranquille, l'État s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas ». Et donc c'est vrai que jusqu'à fin juin, il y a une espèce de latence, d'observation. On sent quelques flottements, mais bon, quand on interroge, moi-même j'interrogeais des amis, et je leur demandais s'ils avaient peur, ben non, il y a le vaccin à la rentrée, tout va bien. Donc on passe à la deuxième phase, juin-août 2009. Alors peut-être le tournant le plus significatif qui fait qu'on est arrivé à cette deuxième phase, c'est peut-être l'affaire de Toulouse, où les acteurs de terrain comprennent que ce n'est plus possible de suivre le plan à la lettre, qu'il y a un véritable décalage, notamment entre une épidémie qui n'est pas si grave que ça sur le terrain et des mesures draconiennes qui sont imposées par l'État. Et donc on a ces enfants qui sont hospitalisés à l'hôpital de Toulouse, qui sont certes peut-être infectés, mais pas de manière très très grave, et qui occupent des lits que d'autres malades avec plus de priorité pourraient occuper. Donc effectivement, là, il y a un premier décalage. Là, moi je l'entends à 13h sur France Inter disant les médecins à Toulouse s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent pas faire, l'hôpital ne sait pas traiter des enfants qui chahutent sur les lits. Ouais. Donc je me dis, pour que ça arrive en négociation quasiment sur France Inter, ça veut dire qu'il n'y a pas de système, ça aurait dû être pris 3 jours auparavant, j'imagine, entre Toulouse, enfin, à l'intérieur du système médical et du pilotage. Ça veut dire que ça se pilote en direct à la radio, donc il y a comme un problème. Et au même moment, je suis ce qui se passe au Canada. Je les ai appelés pour les féliciter d'ailleurs, où il est dit, si vos enfants mouchent un peu, c'est pas la peine d'appeler l'hélicoptère. Utilisez votre propre jugement, voilà un petit peu la grille sur laquelle il faut réfléchir. Si vous avez tout ça et que c'est vraiment très très grave, là appelez le SAMU, mais c'est pas la peine le 911, mais c'est pas la peine tout de suite d'exiger l'hélicoptère, le SAMU, le truc. On n'est pas dans de la variole, quoi. Donc on réfléchit. Alors, et ce que je vais dire très rapidement, début juillet à Mardi Gris, le groupe qui se réunit pour réfléchir, c'était une fois où j'ai eu accès aux gens qui réfléchissaient, et une fois avec un petit groupe INSERM, Pasteur, etc. Je leur ai dit, mais il faut ouvrir toutes les questions, ouvrir les hypothèses, avoir ce qu'il faut comme ce que j'ai appelé force de réflexion rapide, c'est-à-dire un groupe de réflexion où on fait 4 choses, de quoi s'agit-il, quels sont les pièges, avec qui on joue comme acteur, et si on a des idées, c'est quoi? Et pas seulement j'applique ce qui était prévu, puisque ce n'est pas ce qui était prévu. Et la réaction est assez étonnante. Quelqu'un m'a dit, mais attendez, vous cassez notre plan. Et ça me refait ressouvenir quand Joffre apprend par le général Langsack que les armées allemandes sont passées par la Belgique. On lui dit, mais non, mais ne cassez pas notre plan, quoi. La France est important, mais notre plan, c'est quand même autre chose. Enfin, protégeons notre plan, quoi. Et donc, là, très gros malaise. Et me vient à l'esprit ce film remarquable qu'il faut absolument avoir vu, La chute du faucon noir, ouais. Et je leur dis, vous êtes en train de perdre l'initiative. Ça me vient du terrain. Quand je rencontre un médecin local dans une région éloignée de Paris qui me dit, ben, évidemment, on en a chez nous, on s'est entendu avec la DAS, pour ne rien dire, ils vont nous mettre un bazar dans l'affaire, c'est plus gérable. Donc je vois un décrochage entre le front médecine et les instances qui sont supposées piloter. Et quand vous voyez ce décrochage-là, vous dites, ben, bientôt, ils ne vont plus rien piloter du tout. Et là, quand vous avez ça, ça veut dire réunion stratégique immédiate. Comme elle n'a pas lieu, ouais. On laisse ouvert.
Et c'est le professeur Debré un jour qui éclate en disant « Attendez, mais c'est une grippette votre affaire ». Alors si ça n'avait pas été une grippette, on n'aurait pas eu mieux. Il ne s'agit pas de faire des paris en disant moi je peux vous le dire, ça va être très grave, c'est pas très grave, il y a quelques éléments qui vont peut-être le dire. Mais l'important, encore une fois, c'est pas d'avoir trouvé juste. L'important, c'est est-ce que l'on a ou non des capacités de recul stratégique et de réflexion. Pour le moment, en France, on ne les a pas, mais ailleurs non plus d'ailleurs. Mais on sent que l'État a quand même essayé de s'adapter à un moment donné, notamment à partir de fin juillet, puisqu'ils ont, je pense, un peu écouté ce qui se passait. Ils ont compris qu'en Nouvelle-Calédonie, ce n'était pas si catastrophique que ça. Ils ont essayé d'adapter le parcours de soins. Il n'y avait plus d'hospitalisation systématique. Ils sont aussi interrogés sur les écoles. Est-ce qu'on les ferme, toutes ou pas, etc. Donc on a senti quand même qu'il y avait une réflexion en cours. Mais c'est vrai que côté public, je pense que l'État a eu énormément de mal à faire comprendre que tout d'un coup, on ne prenait plus le plan comme il était convenu. On utilisait le plan comme une boîte à outils. On prenait des mesures qui étaient dans la phase 4, dans la phase 5, dans la phase 6. Et je pense que là, pour moi c'est mon ressenti, que l'État a eu extrêmement de difficultés à expliquer à la population cette nouvelle approche. Et je pense que la population a ressenti ça comme une débâcle, comme une perte de pilotage et que la partie était perdue, grosso modo. Et comment est-ce que l'État aurait pu faire pour expliquer que, voilà, finalement on va utiliser le plan d'une manière différente? Essayez de comprendre. Pour le moment, c'est très difficile parce que c'est totalement en dehors de notre culture. Donc, effectivement, il y a eu l'adaptation, mais toujours avec un énorme frein. C'est comme les vélos d'appartement, vous freinez pour vous entraîner mieux. Donc, la première déclaration sur les écoles, c'est de dire dès qu'il y aura 3 élèves malades, j'arrête tout, et vous allez voir à la rentrée, on va fermer toutes les écoles, ça va aller très bien. Puis après, on recule un peu quand même, parce qu'au même moment, d'ailleurs, on ne ferme pas l'équipe de France de football où il y a 3 personnes qui sont malades. Vous dites qu'il n'y aura pas de Tamiflu systématique, mais vous apprenez qu'il y a un joueur de l'équipe de football qui est touché, donc lui, il est sous Tamiflu. Donc, de tous les côtés, et on sent bien qu'il n'y a pas d'anticipation de pilotage, il y a réaction pour contrer les effets médiatiques tout de même un peu trop dérangeants. Et c'est la presse, comme sur la canicule, qui déclare, attendez, mais grippe folle, dit Le Monde, ils ne savent plus ce qu'ils font, disent les Échos, qui pilote, quoi. Et le débat est sur la place publique à ce moment-là. Le débat est sur la place publique et on essaie de trouver en communication ce qui pourrait faire le moins de dégâts possible, tout en tenant quand même le plan qui dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et avec cette chose inouïe qui a été anticipée par personne, c'est qu'on aurait un vaccin, alors que le plan disait qu'on n'aura pas de vaccin. Et donc, là, l'idée, c'est enfin le vaccin, c'est le miracle. Donc on va mettre du vaccin partout. Et là, la deuxième surprise, c'est qu'ils n'en veulent pas de mon miracle. Et comme s'il y a eu une logique au départ qui était quand même une logique un peu militaire sur le plan est confidentiel, etc., etc., il y aura peut-être des relents du genre gymnase. Bon, ça s'est pris avec une certaine... entre la non-volonté ou l'exclusion côté médecine de proximité, les relents bizarres là-dedans, les gymnases, etc., on voit petit à petit se dessiner un vaccin non merci. Effectivement, ça c'est la phase 3, août-octobre 2009, où nos estivants et les Français rentrent de vacances. Ils ont connaissance des débats qui ont lieu notamment à la fin de l'été. Entre le gouvernement qui agite le spectre de la grippe va revenir, tenez-vous prêts, entre les experts qui disent mais non, ce n'est qu'une grippette, l'État en fait trop, les médias qui dérapent un peu et puis qui manipulent ou déforment l'information. Et comme vous dites, effectivement, le débat va se cristalliser autour du vaccin, d'autant plus que c'est un sujet éthique. Effectivement, moi je pense que toute la difficulté, c'est d'identifier les motivations de ce refus du vaccin. Parce que comme vous l'écrivez très bien dans votre rapport, ça peut être des motivations purement militantes ou des motivations très structurelles. À partir de là, comment est-ce que le gouvernement peut essayer de sonder quelle est la motivation de ce refus et ensuite d'adapter sa communication pour améliorer un peu la situation? À partir du moment où vous êtes lancé sur les skis à fond à l'heure, à 100 à l'heure, sur une pente glissée, verglacée, et que vous êtes dit, bon, la pente n'est pas très grave, vous êtes pris dans des phénomènes d'entonnoir. Quand vous dites la grippe c'est imminent, après vous dites c'est imminent dans les 6 mois, donc on ne comprend plus rien, parce que imminent 6 mois, on ne comprend plus, de toute façon ça va revenir, c'est pour la rentrée, c'est pour la Toussaint, c'est pour la rentrée, enfin, le retour des vacances de Toussaint, et à chaque fois vous perdez, parce qu'à chaque fois vous voulez donner une vision définie et bien dans vos lignes, etc. Et vous n'ouvrez pas le questionnement, ce qui fait qu'à chaque fois vous êtes pris à contre-pied. Non, justement, comment ouvrir le questionnement? Parce que, inévitablement, qu'il y ait débat ou qu'il n'y ait pas débat, le vaccin provoque des comportements et des réactions et des opinions très tranchées. Il y a les pros et il y a les contre. Et même dans la population d'experts, entre les virologues et les épidémiologistes, il y a eu quand même des luttes d'influence assez importantes.
comment organiser un débat, que ce soit au niveau citoyen ou entre experts, et je ne sais pas, essayer de dégager une espèce de consensus ou calmer le jeu. Finalement, parce qu'on a beaucoup reproché à l'État de ne pas avoir communiqué avant, de ne pas avoir organisé le débat avant, mais comment on fait sur un sujet aussi technique? D'abord, il y a des grandes catégories. Si on se retrouve face à une variole qui vous enlève la moitié de la population en quelques mois, on est sur un tout autre terrain. Et ça peut être de la sécurité nationale, de la survie du pays, de la civilisation, enfin, c'est la peste noire. Donc ça n'a rien à voir avec, on va prendre un vaccin, parce qu'il y a une certaine population, frange de population, qui peut être touchée par une maladie, bon, et après, il faut qualifier. Donc on est sur des sujets, effectivement, sur lesquels il n'y a pas de carte au départ. Mais alors, le problème, c'est comment je mets sur la place publique et comment je vais travailler avec d'autres un sujet pour lequel je n'ai pas les cartes. Et ben, c'est le problème de toutes les crises actuelles. Et donc, si notre culture c'est je ne peux mettre sur la place publique que les sujets pour lesquels j'ai déjà les réponses d'experts et pour lesquels je peux vous rassurer, je suis coincé et je ne sais pas faire. Et donc, on va vous dire ce que j'entends souvent dans les cellules de crise, écoutez, dès qu'on peut rassurer, on communique. Donc, ou bien je vais communiquer sur c'est extrêmement grave, il faut absolument vous. Autrement, il y a. Et donc, c'est un rejet. Ou bien vous dites, bah, finalement, faites ce que vous voulez, et on vous dira, bah, qui est-ce qui pilote ici? Oui, et l'État est un gage aussi de responsabilité sanitaire. Enfin, donc, ça se désengager comme ça. Donc, voilà, moi, ce que j'ai proposé dès le mois de juin, c'est, écoutez, là, on va inverser les affaires. On va faire une capacité de retour d'expérience immédiate en temps réel pour essayer de décrypter ce qui se passe et comment on peut faire au mieux avec des acteurs qui vont être extrêmement divers et en évitant et les blocages et l'irresponsabilité. La voie tracée est très complexe. Le pari, c'est qu'on peut quand même y réfléchir et non pas de se dire, quand il n'y a pas de solution, je passe en force, si ça marche, bon, on verra bien, et si ça ne marche pas, ben, tant pis, j'aurai fait mon devoir et je serai couvert juridiquement. Non, je crois qu'il faut inventer, et on va avoir ce genre de choses sur tous les sujets. Sur la crise financière, c'est comment je communique sur un sujet pour lequel la confiance est le nerf de la guerre, et sur laquelle, si je dis tout va très bien, je perds la confiance, et je dis tout va très mal, je perds aussi la confiance. Donc c'est le même sujet. C'est extrêmement compliqué. Mais ce que je dis, c'est que avec nos méthodes, nos approches, notre intelligence de la crise aujourd'hui, on ne peut pas y arriver. Il faut inventer autre chose. On ne peut pas, même en appliquant les bonnes règles de natation, on ne peut pas faire la bonne plongée sous-marine. Il y a un problème. Et bien, on en est là aujourd'hui. Donc la vraie question, c'est comment on se prépare aujourd'hui à traiter sur ces nouveaux territoires. Pour le moment, on attend et on espère que la prochaine fois, le plan sera meilleur. Ce n'est pas le sujet. Et donc, on arrive en phase 4, novembre-décembre 2009. Alors là, c'est une période un petit peu surréaliste. Les centres de vaccination sont quasiment déserts. Le désintérêt de la population est manifeste, alors même que la grippette tue, notamment dans les enfants, enfin, chez les enfants en bas âge. Et les médias continuent aussi à en faire beaucoup. Donc, seule exception dans ce no man's land, entre guillemets, il y a un pic d'affluence à un moment donné, effectivement, dans les centres de vaccination, parce que durant une semaine, il y a un pic de mortalité. Mais grosso modo, à la fin de l'hiver, la grippette oui, fait pchit, comme dirait l'autre, et elle n'est pas accompagnée d'une stratégie de sortie de crise. Non, on attend. Alors, à la limite, on attend qu'elle se déclare enfin comme grave pour justifier tout ce qu'on a fait. Et de l'autre bord, on attend la capitulation tranquille, quoi. Et ça vient début janvier, on dit bah oui. Bon. Et puis, bon, on fait une bonne polémique sur les vaccins, mais sur le coût des vaccins, etc. Mais le vrai sujet, il est ailleurs. Alors moi, je l'avais posé en septembre en disant sur les vaccins, il y a trois logiques. Il y a on continue, on fonce, on verra bien. Il y a l'autre, on infléchit, on met un petit peu de souplesse. Et l'autre, on réfléchit vraiment. Il y a suffisamment d'éléments dans le contexte pour montrer qu'on ne pilote plus rien. Donc on peut piloter en gros quelques articles dans les journaux parce qu'on sait communiquer, mais sur le fond, on ne communique plus. Donc c'est vraiment la chute du faucon noir. Nous avons véritablement perdu l'initiative, quoi. Et donc c'est vraiment le schéma à éviter. Comment on peut faire aujourd'hui? Alors j'ai dit, avec ce qu'on a dans l'esprit en termes intellectuels et en termes stratégiques, on ne peut pas y arriver, parce qu'on a changé de milieu. Donc la vraie question, c'est comment on forme ceux qui vont être en charge de cela pour traiter dans un autre milieu. Si je continue à leur apprendre les bonnes règles de la nation, en leur disant, quand vous serez à 40 mètres de fond, sans air, vous appliquerez le crawl et vous faites uniquement ça, et vous respirez une fois à gauche, une fois à droite, ça ne va pas suffire. Pour le moment, on en est là. Et il y a une vraie nécessité d'aller au-delà. Mais évidemment, si on ne fait pas de retour d'expérience et qu'on en reste, le gouvernement a trop fait ou il n'en a pas fait assez, on ne va pas avancer. Mais il y a vraiment urgence. Alors, on va peut-être passer aux questions. Ouais. Je vais essayer de prendre les premières questions qui sont arrivées.
Alors, je vais les lire en direct. Donc, entre guillemets, le pire serait que le système ne soit même pas en mesure de produire de la décision pour une sortie par le haut, qu'il se contente de lignes marginaux de communication sur la base de quelques remarques bien courtes. Et l'internaute nous écrit « Ce que j'ai vu depuis le début ne m'incite guère à l'optimisme, mais on peut toujours espérer le miracle. Tant que ces questions vitales ne seront ni enseignées ni inscrites dans la formation des élites décisionnelles, ni considérées comme pertinentes et sorties de l'intolérable, on ira de fiasco en fiasco. » Et une question donc, voyez-vous depuis, dans les démarches de retour d'expérience, une évolution dans la méthode, et êtes-vous entendu à ce sujet? Sinon, pourquoi à votre avis? Non, je crois que c'est très très loin de toute notre culture scientifique. Nous, ce qu'on aime enseigner, c'est ce qui marche bien. Les outils de success, les success stories, etc. etc. On aime des modèles qui sont précis, beaux, qui permettent quand même de jouer intellectuellement. Et bon, ce que je dis par exemple, on a eu des chiffres tout le temps, mais quand à chaque fois que vous avez un chiffre précis pendant toute cette affaire, que vous avez Reuters qui communique sur le fait que, en gros, c'est vrai à 40 fois après, parce que les chiffres, c'est pas du tout ça, et qu'on vous dit, mais laissez-moi faire, ça tombe tellement bien sur mon modèle qu'on ne va pas changer les chiffres. Non, il y a vraiment une autre approche intellectuelle à avoir là-dessus. Mais notre approche, c'est vraiment, quand on fait de la formation de crise aux futurs dirigeants, c'est de leur dire, tenez, voilà les textes, voilà les organisations, voilà comment faire fonctionner quelque chose d'un petit peu complexe, mais on ne les met jamais en position de, si vous avez à piloter un problème et que la feuille est blanche, vous faites comment et avec qui? Ceci n'a pas le droit de citer pour le moment dans nos grands instituts de formation. Il n'y a pas que, mais au moins eux. Je sais qu'à la fin de chaque colloque, on dit qu'il faudrait former les élèves en maternelle. Bon, oui, certes, on peut les sensibiliser. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même les dirigeants, les ministres en exercice, les responsables politiques, les futurs dirigeants dans les écoles qui y mènent ou les universités qui y mènent. C'est comme une cible absolument essentielle. Et encore une fois, l'objet, ce n'est pas de leur faire ingurgiter tous les plans, c'est de les faire réfléchir sur quelles capacités stratégiques et politiques sur des sujets pour lesquels il n'y a pas les réponses. Pour le moment, c'est vraiment pas goûté, quoi. Donc ça ne se fait pas. Oui, oui, effectivement, vous préconisez que nos gestionnaires de crise doivent apprendre à être surpris, à accepter de se tromper, ce qui est difficile. Alors justement, comment fait-on et notamment comment communique-t-on de l'incertitude aux populations? Parce que dès le moment où les populations ressentent une espèce de flottement d'incertitude, c'était le cas dans le cadre de la pandémie grippale, on associe ça à de l'incompétence, très vite quand même. Et puis on est aussi dans une société moderne où on accepte de moins en moins l'existence du risque. Bon, je crois que la crédibilité, j'ai vu le Dr Young fonctionner au Canada. Et ce qui était étrange, c'est qu'il ne venait jamais pour asséner des choses toutes sûres, toutes faites. Donc, il disait, voilà les questions que je me pose, voilà celles sur lesquelles je ne pourrais rien dire tout de suite, voilà celles sur lesquelles, bon là je mobilise l'expertise qu'on connaît et ça marche, voilà sur lesquelles je ne saurais pas. Et au bout de quelques minutes d'entretien avec les uns et les autres, il avait une crédibilité, mais les gens disaient, oui, je peux lui faire confiance. Il peut se tromper, oui, mais lui, je peux lui faire confiance. Mais celui qui arrive en disant, attendez, je lis mon plan, j'espère que ça ne va pas changer, je fais ça, autrement je ne sais rien faire, c'est instantané la perte, puisque c'est plus sur ce terrain-là que l'on est. Donc là, c'est ça qu'il faut former, c'est là-dessus qu'on va jouer sa crédibilité. Et ça se détecte tout de suite. Et donc après, ça gicle dans tous les sens s'il n'y a plus ce lien de confiance qui existe. Et je crois qu'il faut le clarifier dès le départ. Voilà ce qu'on va faire. Voilà le véritable problème. Mais c'est très très loin de nos habitudes. Je communique quand je sais, et en tant que responsable, j'ai les bonnes décisions pour vous. Donc, la question ne se pose pas. C'est ça qu'il faut changer. Vous évoquez dans votre rapport le fait que chaque crise, on en a parlé, hors cadre de par sa nature, revêt une part de risque conventionnel, qui donc appelle un traitement de type conventionnel, et une part incertaine de risque non conventionnel qui appelle à des logiques de pilotage différentes, on en a parlé. Toute la difficulté, à mon avis, pour un décisionnaire, c'est quand même d'identifier à partir de quel moment il va obéir à des règles de jeu différentes. Et en ce qui concerne la pandémie, à votre avis, quels étaient, selon vous, les signaux qui demandaient un changement de portage? Quels sont finalement les grandes... les points majeurs où il aurait fallu dire ok, on arrête tout et on je pense que dans les vraies crises aujourd'hui, les crises les plus complexes, on n'aura jamais de preuves
disant attendez, il faut changer, il faut passer à autre chose. Mais on aura un ensemble de signaux, pas forcément faibles, mais aberrants, qui montrent que, oh là là, et c'est le malaise ressenti qui doit déclencher une mobilisation intellectuelle et stratégique. Les preuves, je les aurai, mais beaucoup plus tard. Rappelez-vous la canicule, nous comptabilisons le nombre des morts, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, attendez, je le sens mal. Quand on le sent mal, on met ça à l'ordre du jour, réunion stratégique immédiate. Pour changer de sujet complètement, regardez la tempête que nous avons eue. On annonce des zones rouges, on applique le plan qu'on a en tête, c'est-à-dire il ne faut pas rouler sur les routes, il ne faut pas aller mettre des bâches sur les toits, et tout d'un coup c'est l'eau. Donc la question que je pose, ce n'est pas d'avoir un plan eau, c'est est-ce que l'on a la capacité de se dire, oh mon Dieu, un système aujourd'hui extrêmement complexe, percuté par un phénomène qui certes n'est pas la fin du monde, mais qui est quand même assez costaud, ça peut aller jusqu'où et dans quelle direction? Donc si le lendemain nous avions eu un blackout électrique sur l'ensemble de l'Europe, c'était encore autre chose. Ou s'il n'y a rien, c'est encore autre chose. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir. Et on n'a pas cette capacité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur des rails. Alors, je pense qu'on va avoir à traiter et les rails, parce que c'est vrai que dans l'affaire de la tempête, là, il y avait une tempête, donc il y avait quelque chose qu'on connaissait, mais il y avait du nouveau, et c'est la conjonction entre les deux qu'il faut être capable de faire. Donc en gros, vous allez laisser faire toutes vos équipes opérationnelles de haute qualité sur tout ce qui est le conventionnel, mais vous gardez une capacité de réflexion stratégique pour tout ce qui sortirait de ce pourquoi on a toutes les réponses normales et qu'il faut appliquer là sans état d'âme et à toute vitesse et avec le maximum de professionnalisme connu. Là, si on joue à autre chose, et comme les deux vont se mélanger, vous risquez d'avoir des professionnels qui appliquent ce qui est connu, mais dans un terrain qui n'est pas connu, donc même le conventionnel ne marche plus. C'est vrai qu'en France, on a été quand même assez échaudé par de nombreuses crises sanitaires qui n'ont pas été très bien gérées, l'affaire du sang contaminé, la canicule de 2003. Et donc on a une question d'un de nos internautes en ce sens. La gestion de la pandémie ne nous oblige-t-il pas collectivement à revoir complètement cette approche du principe de précaution qui s'est imposé depuis l'épisode de la vache folle et du sang contaminé? Oui, le principe de précaution, maintenant, c'est devenu un peu comme les vaccins. Pour les uns, c'est devenu, si je ne peux pas tout faire, si vous ne me laissez pas construire en zone inondable, je ne pourrai plus construire à la Défense. Bon, j'ai envie de dire, on calme un petit peu le jeu. Il y a un principe aujourd'hui d'intelligence sur des phénomènes et des territoires qu'on ne connaît pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que si j'arrête de respirer, je vais mourir, pas forcément de la maladie, mais du fait que je ne respire plus. Et pas faire n'importe quoi avec l'idée que si je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne pourrai plus rien faire. Donc c'est pas tracé, et on ne peut pas savoir à l'avance ce qui sera judicieux ou non, mais il y a une capacité de jugement aujourd'hui en terrain non stable, et ça il faut qu'on l'acquiert. Le principe de précaution signifie qu'il y a peut-être à regarder quand même dans ce domaine, mais on ne peut pas passer à la hache d'un côté, jamais de précaution, puis après n'importe quoi. Non, il n'y a pas de solution déjà avec un script. Il faut travailler sans script. Alors comment inscrire la démocratie là-dedans, comment inscrire l'expertise là-dedans, comment inscrire tous nos grands fonctionnements de grands systèmes là-dedans, c'est notre défi. Alors, ou bien on relève ce défi en disant oui, il va falloir inventer, avec toutes les forces d'intelligence et d'action, ou bien on se dit c'est trop compliqué, donc on revient à un plan CEI 1950 et ça ira très bien, si ça ne va pas, on va à l'article 16. Je crois que un peu d'intelligence est absolument nécessaire aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'on était particulièrement très bien préparé pour cette grippe H1N1, on avait le plan, c'est la première fois qu'on est en capacité de suivre aussi finement, au jour le jour, l'évolution de la pandémie. Mais moi je m'interroge, est-ce que ce n'est pas trop? Je veux dire, effectivement, en dehors de la force de réflexion rapide, en dehors de la prise du recul, on a quand même, nous, et je pense que c'est humain, on a ce vice qui est, quand on est en situation instable, de se raccrocher aux choses très concrètes, à nos outils, à nos plans. Est-ce qu'à un moment donné, dans notre planification, on ne doit pas se dire stop, on ne va pas au-delà, on ne planifie pas davantage pour laisser justement le champ libre à l'imagination, à la réflexion, à la créativité, ce qui implique forcément de faire confiance également aux acteurs de terrain, à nos collaborateurs. Mais voilà, c'est à un moment donné de se contraindre et dire on ne planifie pas davantage, ça nous nuira plus qu'autre chose. Bon, je prendrais peut-être l'affaire à l'envers en disant allez tant que vous voulez dans la précision, faites ce que vous voulez, mais qui est toujours une capacité d'intelligence stratégique à la hauteur de ce que vous avez fait par ailleurs. J'aime bien une remarque de Gauss qui dit il n'y a rien de mieux pour démontrer
l'incapacité totale à comprendre les mathématiques que la précision dépourvue de pertinence. Soyez précis si vous voulez, mais est-ce que c'est pertinent? Si les chiffres sur lesquels je travaille sont vrais de 1 à 40, la précision ne m'importe guère. J'ai plutôt envie de demander à l'expert, qu'est-ce que vous ne savez pas? Quelles sont les marges d'incertitude? Et c'est ça qu'il faut apprendre aux décideurs. Ouais. Faites tous les calculs que vous voulez, mais ça sert à, enfin, c'est quoi la limite de fiabilité? Donc j'ai envie de dire oui, si quelqu'un veut aller très précis, ça va. Je peux, sur une inondation à Paris, par exemple, aller dans une extrême précision. Mais si on me dit, je reste sur une seule hypothèse, c'est qu'il faut 3 jours à l'eau pour monter, je dis, ben, supposez que ça, ce ne soit pas vrai, et qu'on ait, comme ils ont eu au Canada et aux États-Unis, des flash floods dans des terrains plats, mais dû au fait qu'il y avait de la glace qui tout d'un coup a rompu. On est sur une autre logique. Donc est-ce qu'on ouvre ces logiques ou pas? Si on me dit non, non, on va compter le nombre de rouleaux de papier, oui, on peut le faire. Mais est-ce que j'ai au moins ouvert des hypothèses qui seront totalement structurantes après et sur lesquelles je ne dois pas être paralysé si on change cette hypothèse-là? Donc chacun son travail, mais de grâce qu'il y ait une capacité de réflexion stratégique qui soit ouverte. Une question d'un auditeur. Face à une crise sanitaire nécessairement complexe et dans une époque médiatique où l'immédiateté de l'information prime sur la connaissance et où la polémique prend le pas sur la pédagogie, quel type de discours un responsable politique peut-il arriver à tenir à l'opinion publique pour réussir à être audible? Là, je reviens à cette expérience du Dr Jung au Canada que j'ai vu fonctionner. Ce n'est jamais un discours en entonnoir. Ce n'est jamais le plan dit ça, donc je le fais. Ce n'est jamais je sais tout. Alors on pourra me dire que ce n'est pas ça qui a été dit. Mais je pense que là, il y a beaucoup à inventer. Comment je peux dire, oui, vous avez 3 questions, j'en ai 5, ça fait 8 à nous 2. La seule chose qu'il faut absolument faire, c'est clarifier le plus rapidement possible ce qui serait d'énormes bêtises, dans un sens ou dans un autre, ce qui laisse la porte ouverte à différents scénarios par la suite. Voilà ce que je propose, voilà où nous allons, mais nous continuons à réfléchir. Alors c'est extrêmement délicat, effectivement, parce qu'au même moment, dans ces terrains-là, on est sur du 0 ou du 1, et on a les représentations qui peuvent figer tout d'un coup par les phénomènes soit de peur, soit d'intérêt, soit de manipulation à gauche et à droite, de tous les côtés. Donc on est sur un terrain chaotique. Donc je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'on n'a pas l'habitude de travailler en non linéaire et en chaotique, mais ce qui est sûr, c'est que nos bons principes de gestion de crise, de communication de crise des années 90, ça ne va pas suffire. Donc émotion plus émulsion, ça ne va pas donner quelque chose de stable, ça c'est sûr, et même la transparence ne suffira pas. Donc ça suppose beaucoup de travail et un investissement. Donc la vraie question pour moi, c'est est-ce que les pilotes, au moins, peuvent accepter aujourd'hui de prendre quelques heures, une journée, pour faire le point et recalibrer un peu leur vision de ces crises. Si ça reste, ça arrive une fois dans ma carrière, si je n'ai pas de chance, les experts me diront que faire et moi j'irai à la télévision pour exprimer ce que les experts m'ont dit, ça ne va pas le faire. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des formations de gestion de crise dans nos écoles qui forment nos futurs hauts fonctionnaires? Et je pense notamment à l'ENA. Il y en a un peu, mais ça reste extrêmement limité, quoi. Et ce qui est le plus normal, c'est d'entraîner les gens, par exemple, à organiser une cellule de crise, à faire un communiqué, donc du media training, de savoir qui fait quoi entre la gendarmerie, la police, etc. Bon, oui, certes, mais le vrai sujet qui sera donné aux décideurs, cela, c'est quand la gendarmerie ira les voir et dire c'est quoi votre politique, c'est quoi votre décision, moi je vais faire ce que vous voulez, mais c'est quoi la trajectoire que vous voulez? Et si on dit attendez, moi j'ai toujours été habitué à regarder si vous appliquez votre plan, ça ne marche pas. Et alors, il y a des années, ça aurait pu être jouable quand le technique suffisait, puisque les crises étaient bien spécifiques. Si aujourd'hui ce sont des crises systémiques, des crises de sens, etc., la demande faite aux politiques, faite aux pilotes, va être 90% du sujet. Je peux faire ce que vous voulez, mais dites-moi ce que vous voulez. Donc il faut entraîner les gens, et je reprends vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, s'entraîner à être surpris. C'est Todd Laporte à Berkeley qui disait ça. Il faut qu'on institutionnalise aujourd'hui
la capacité de nos organisations et de nos pilotes à être surpris. J'étais intervenu à la DGS, à la Direction Générale de la Santé, avant le phénomène d'explosion de la grippe. Et je leur avais dit, cet après-midi, on va travailler sur la grippe. Ils disent, ouais, on a déjà fait ça. Je dis, mais cette fois-ci, ce sera différent. Vous êtes la grippe, comment vous attaquez? Et on avait passé une après-midi vraiment très intéressante, puisqu'ils avaient regardé de l'autre côté toutes les stratégies possibles. Il y a beaucoup d'ambiance, les gens rigolaient un peu, parce que c'était très amusant. Enfin, ils n'étaient pas complètement dans leur plan et comment la grippe était supposée arriver à telle heure sur le quai numéro 3 de Montparnasse, quoi. Ou plutôt côté Gare de l'Est. Mais on était stimulés par la capacité de se poser des questions. Et dans les interventions que je fais, ce n'est jamais des enveloppes et puis on réfléchit en fonction de ce qu'on connaît à une situation avec après un débriefing qui mesure l'écart entre ce que j'ai fait et ce que j'aurais dû faire. Non, non. Je demande aux gens de créer leur propre scénario pour se mettre du côté de la surprise et de travailler cette surprise. Et je ne demande pas aux gens de trouver la bonne solution, mais de voir comment on peut travailler au sujet d'une question pour laquelle personne n'a les bonnes réponses. Et je leur dis souvent, si quelqu'un a la réponse toute faite, le sujet n'existe plus. C'est plus le sujet d'entraînement. Là, il n'y a qu'à demander à un opérateur d'appliquer la réponse. Et en général, c'est assez étonnant, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il faut sélectionner les profils? Bon, évidemment, si on part quelqu'un qui est totalement paralysé dès qu'on lui parle d'autre chose que ce qu'il a appris en cours en quatrième, ça va être un peu compliqué. Comment faire passer ça dans une haute administration, dans une entreprise? C'est pas très... Culturellement, en France, c'est quand même pas... Je prends un exemple. Lorsque Christian Frémont, le préfet Frémont, était directeur général de l'administration, on avait développé, ça avait déjà été initié un peu avant, mais on avait développé des séminaires pour les préfets. Et on avait intitulé ça « Nouvelle crise, nouvelles attitudes ». Et les uns et les autres étaient vraiment extrêmement satisfaits de venir dans des séminaires où on se confrontait à des situations qui, par définition, on ne prenait pas les autres, n'étaient pas dans le book. Et les uns et les autres étaient très stimulés pour le faire. Et c'était vraiment passionnant. Puis je crois qu'après, on a décidé qu'il suffisait de regarder le plan, ça irait mieux. Mais c'est vraiment important de le faire. Et quand vous marquez que pour l'institution, c'est important. Et si jamais, en formation initiale, vous l'avez fait, il y a une reconnaissance qui peut se faire. Mais aujourd'hui, comme ce n'est pas en formation initiale, c'est automatiquement pris comme un sujet qui n'existe pas, et pour lequel il n'y a pas de responsabilité, sauf une fois par siècle, mais enfin, ça, là, c'est pas très grave. Et comme une mise en danger potentielle. Mise en danger. Ouais. Et donc, mise en danger, ça veut dire recroquevillement instantané sur les plans, les huîtres se ferment, et on attend que le plan soit appliqué. Et après, si ça ne va pas, on fera de la com de crise. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment là, une nouvelle frontière. On est sur ces nouvelles frontières, nouveaux terrains. Si on n'apprend pas à les affronter, nous aurons des surprises, mais sur tous les terrains, puisque tout est comme ça aujourd'hui. Et sur chaque compartiment, on a cette même logique, j'applique ce qui est prévu, et si ce n'est pas prévu, ça n'existe pas. Donc on a un problème stratégique majeur et transverse. Patrick Lagadec, durant cette crise, vous l'avez dit, vous avez été sollicité pour faire partie de la plateforme pandémie grippale de l'espace éthique de la PHP. Est-ce que l'approche intellectuelle que vous avez prônée et que vous nous expliquez aujourd'hui, notamment autour de la force de réflexion rapide, est-ce que ça a été entendu ? Ça a été le lieu où on a pu travailler. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer là des gens qui étaient médecins, moi je ne l'étais pas, et avec lesquels on a pu ouvrir des tas de raisonnements. Dès le 1er mai, on a mis sur le site des questions qu'on se posait sur la stratégie OMS, sans jugement, mais voilà, vous faites quoi, en fonction de quoi vous avez fait. Donc on a développé en gros notre force de réflexion rapide amateur, et on a partagé des tas de choses, et en mettant systématiquement en ligne les questions qui étaient posées. Et on a pu poser, parce que ça, c'est le cœur de l'espace éthique, des questions éthiques dures qui se posaient, et notamment il y a eu des conflits assez forts après en novembre, avec des réponses sur le fait qu'on ne pourrait pas procurer des vaccins à des gens qui ne pourraient pas aller dans les gymnases et les lieux collectifs parce que ce n'était pas possible. Là, il y a eu des montées en ligne assez fortes sur le mode vous ne pouvez pas tenir cette position. Donc il y a eu à la fois une plateforme d'échange et de réflexion et des actions très spécifiques qui ont été lancées pour quand même bouger un peu le système sur certains points qui paraissaient totalement inacceptables. Donc il y a eu ces deux choses-là. Mais je me rappelle, au début de l'entretien, je disais que j'étais aux États-Unis et j'ai reçu l'espace éthique se mobilise, c'était le 27 avril
est-ce que vous faites partie de la chose? Et je dis oui tout de suite, et je leur dis surtout notez et clarifiez sur le site tout de suite toutes les fausses bonnes idées qui vont tomber, qu'on soit clarifié là-dessus, quoi. Et après, je leur dis, montons une force de réflexion rapide entre nous. Mais enfin, quand vous n'avez pas accès au cœur des informations, c'est un peu compliqué. On peut y arriver, mais c'est plus compliqué que si c'était fait. Mon esprit, c'était que ce soit fait d'abord à l'OMS et ensuite dans les différentes instances nationales. Et quand Janet Napolitano est intervenue le 4 mai, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a par derrière? Pourquoi elle a viré de bord? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus ou pas? Vous avez la réponse? Non, je n'ai pas la réponse. Autre question, moi je pense à tous ces responsables de sûreté, de sécurité, de gestion de crise qui travaillent dans les entreprises, les organismes publics, les collectivités locales et qui bataillent chaque jour pour faire avancer leur cause. Alors en période de paix, entre guillemets de paix, on sait que c'est très difficile de montrer quelle est la valeur ajoutée de toutes ces mesures qu'on met en place. Donc j'imagine que pour ceux qui étaient préparés, la grippe H1N1 était sans doute l'occasion de justifier un peu leur travail. Et après, entre guillemets, une telle débâcle, comment, honnêtement, garder la face lorsqu'on doit affronter quand même une crise de légitimité et de crédibilité? Si on est très, très, très archaïque et très, très, très mauvais, le problème, c'est que les étages supérieurs vont leur dire, oui, vous avez dépensé de l'argent pour rien, donc non. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que, certes, là encore, on a des moyens pour développer une logistique fantastique, mais où est le pilotage? Où est le pilotage avec les pouvoirs publics, par exemple? Dans toute une période, ils se sont fait convoquer pour leur dire ce qu'il faudrait qu'ils fassent, et puis vers le milieu de l'été, on leur a dit, ou un peu après, écoutez, ça ne marche pas, donc faites ce que vous voulez, puis vaccinez vous-même, parce que nous, ça ne marche plus. Donc on se retrouve, on a fait une opération au 6 juin 1944, parce que le voisin d'à côté avait oublié sa tondeuse à gazon, et tout d'un coup, on se retrouve avec... on n'a plus rien à vous dire, on vous fait confiance. Et alors après, ils se retrouvent entre deux eaux. Et là aussi, je pense que fondamentalement, on a besoin de... En plus des PCA, c'est la même chose que pour les plans d'État. Les PCA, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a une capacité de pilotage au plus haut niveau, mobilisable en temps réel, et sur une situation pour laquelle il n'y a pas les scripts? Et donc, quel type d'entraînement on a au niveau des directions générales d'entreprise et des COMEX, au niveau du président de ces entreprises, s'il est convoqué sur un sujet, convoqué, je veux dire, par les faits, sur un sujet qui n'a pas été pensé ou qui est dans un environnement, mais totalement d'une complexité, d'une volatilité qui n'est pas prévue. Alors on pourra rétorquer que tous les jours ils font ça, certes, mais quand même, ça vaudrait le coup qu'on fasse autre chose que les grands exercices annuels organisés à la demande et l'exigence de l'État. Je pense que c'est vraiment important, et de sortir, de ne pas faire uniquement l'exercice de crise qu'on faisait dans les années 80-90. Bon, c'est autre chose qu'une bouteille qui a un problème, que c'est tout d'un coup tout l'environnement qui pose problème, et même ma compétence technique, tactique, logistique peut être mise en cause si on joue à autre chose. Là, on baigne dans la même culture, et donc les entreprises ont les mêmes problèmes que les grands États. Donc le retour d'expérience sera intéressant sur cette pandémie. On sait qu'en ce moment, la commission d'enquête parlementaire planche. Elle a auditionné notre ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, mardi, sur la problématique des vaccins. Le tout est de savoir si on fera du véritable retour d'expérience ou si on essaiera de rechercher des responsabilités. Pour le moment, c'est fléché sur les vaccins. Et 2, on est plutôt dans une recherche de responsabilité sur le mode on en a trop fait, on n'en a pas trop fait, on va se défendre, etc. Donc je pense qu'on est dans une logique d'enquête. On n'est pas dans une logique de retour d'expérience, et je pense qu'il aurait fallu en fait le déclencher, mais beaucoup plus tôt. Et je pense qu'on aurait pu innover là-dessus. Oui, c'est ce que vous proposez dans votre rapport, c'est de mettre en place quasiment du rétex à chaud. À chaud. Dès le mois de juin, c'était possible. Il y avait suffisamment d'éléments qui montraient que ça n'aurait pas été inintelligent de le faire. D'où la question, si les pilotes n'ont pas la possibilité de prendre des initiatives qu'on n'a pas l'habitude de prendre, parce qu'en général, le retour d'expérience, ça se fait après, et en plus, ça ne se fait pas. Et là, il faut le faire avant et en le faisant vraiment, et en ouvrant aux acteurs. Donc éventuellement, même si on a dit que les médecins libéraux de proximité n'interviendraient pas pour les vaccins, ça vaut le coup éventuellement de les faire travailler dans un retour d'expérience immédiat à chaud, etc. On dira que c'est complètement ubuesque, mais je pense que non. Dans les situations extrêmement volatiles, il faut savoir avoir des initiatives qui ne sont pas déjà validées depuis Jules César, quoi. Enfin, il faut être un peu actif, quoi.
Ce sera le mot de la fin puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Patrick Lagadec d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous auditeurs d'avoir contribué à enrichir ce débat par vos questions et vos commentaires. Je vous informe donc que vous pouvez retrouver et revisionner cette émission sur notre site internet www.hcldc.org et vous y retrouverez également toute notre actualité et les prochains rendez-vous de Talk Vidéo. Merci et à bientôt.